Audio Hub Preview. Bonjour, je suis ravie d'accueillir le professeur Nicolas Chevalier aujourd'hui, qui est chef de service du département d'endocrinologie, de diabétologie et de reproduction au CHU de Nice, et à qui j'ai demandé de revenir pour nous parler de perturbateurs endocriniens et de diabète. Bonjour Julie, merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on va parler de diabète aujourd'hui et plus de généralité. Et l'une des premières questions que m'avait posée Julie, c'était finalement de savoir s'il y avait des données épidémiologiques sur l'exposition au PE et le diabète, puisqu'on sait tous que, en tout cas, la maladie progresse en termes de nombre. Et effectivement, on a quelques données en fait qui sont connues maintenant depuis une dizaine d'années. Alors, c'est principalement venu des États-Unis qui ont beaucoup travaillé sur les registres européens qui étaient très bien faits d'incidence et de prévalence du diabète et d'obésité, notamment chez l'enfant. Le but étant en fait d'arriver vers les politiques en disant le diabète, certes, ça augmente, mais il y a une part potentiellement attribuable aux perturbateurs endocriniens et plutôt que de le chiffrer en cas patient, ils ont essayé de le chiffrer en coût de santé pour chaque pays, de manière à être plus parlant pour les pouvoirs politiques. Quand on parle d'argent en politique, en général, c'est mieux que de dire qu'on a 10 000 cas supplémentaires. Et à travers leurs études, ils ont pu montrer en 2010 que le bisphénol A était à peu près responsable d'environ 40 à 50 000 cas d'obésité chaque année. Et pour le diabète, c'est principalement des polluants persistants, dont des dérivés du DDT, qui étaient responsables en fait d'environ 30 000 cas par année dans l'Union européenne, ce qui correspond à peu près à 1 milliard d'euros sur la table en termes de coûts de santé directement attribuables à une seule molécule. Donc potentiellement, si on multiplie par toutes les molécules qu'on connaît, eh bien, effectivement, ça peut chiffrer et il y a un intérêt épidémiologique évident à le prendre en compte. Alors ça, c'est de la modélisation mathématique, c'est pas vraiment de l'épidémio qu'on a l'habitude de connaître en tant que clinicien. Et si on regarde en fait sur les données d'études de cohorte, principalement, ce sont des accidents qui ont permis de faire le lien avec l'apparition du diabète. Celui qui est bien connu, c'est l'explosion de Seveso en 76 en Italie, avec cette contamination à la dioxine. Il y en a un autre point d'utilisation de la dioxine, c'était pendant la guerre du Vietnam, puisque les gens qui chargeaient en fait l'agent orange sur les avions étaient exposés, manipulaient ça à main nue, sans protection, et donc il y avait de la dioxine dans l'agent orange. Et en fait, les vétérans ont été exposés, et donc on avait un surrisque de diabète d'à peu près 50% par rapport à la population témoin. Et puis l'autre gros accident dans la littérature, c'est l'explosion d'une usine en Chine qui a contaminé tout un village via une voie d'eau par de la dioxine et des PCB. Et on a eu un risque multiplié par 2 de diabète. Et ce qui a été très intéressant, à la fois sur l'agent orange et sur l'accident de Yusheng, c'est que l'augmentation, elle est portée principalement chez la femme. Donc on a vraiment un dimorphisme sexuel, puisque l'odration moyen pour Yusheng, il est à 2, mais si on regarde la femme, on est plutôt aux alentours de 4,5. Et dans le sexe masculin, on est aux alentours de 1,2, 1,3. Donc, ce qui veut dire qu'on a vraiment une sensibilité un peu accrue sur le sexe féminin et on va en rediscuter un peu plus loin. En dehors de ces grands accidents, en fait, on a très peu de données, puisque soit on cible des populations très exposées aux polluants, donc c'est des foyers extrêmement contaminés. Il est difficile en fait de faire la part des choses entre ce qui est lié aux facteurs social, sociétal, donc de l'emploi, de la nourriture qu'on connaît très bien au quotidien dans nos consultations. Et puis, surtout quand on est sur ces zones, la question, c'est quel groupe finalement contrôle choisir. Et est-ce qu'on prend euh, quelqu'un de la même région qui n'a pas de diabète, mais peut-être qu'il va en déclarer un an plus tard et c'est peut-être pas le bon contrôle. Est-ce qu'on prend des gens qui ne sont pas du tout exposés, très loin de là, mais dans des conditions de vie qui sont, je dirais, les meilleures du monde et forcément, on va montrer des choses qui seront difficilement interprétables.
En dehors de ça, il faut penser aux facteurs confondants, bien évidemment, parce que vous le savez, le diabète, ça arrive pas d'un seul coup, hein, surtout quand on parle de diabète de type 2, puisque là, pour l'instant, je vais vraiment me centrer sur cet aspect. Et on sait que ça commence au moins 10 ou 15 ans avant, qu'il y a l'hérédité, il y a l'alimentation, l'obésité, la sédentarité, la précarité sociale. Et si on regarde en fait les études dites de survie nutritionnelle, donc en France, on avait suivi Max, aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle la cohorte NANES qui a été montée il y a un peu plus d'une cinquantaine d'années maintenant. Et donc depuis une vingtaine d'années, ils font des extractions sur les perturbateurs endocriniens. Alors l'avantage de cette cohorte, c'est qu'elle est assez représentative de la population américaine, un peu moins de la nôtre, mais elle permet d'avoir en tout cas une idée sur la contamination au quotidien. Et donc, sur cette cohorte, ils ont montré, en tout cas, que sur le spot 2003-2008, donc pendant 5 ans, on avait une contamination quand même assez élevée au bisphénol A. C'est à peu près 2 fois celle qu'on observait en Europe à la même époque, hein. On a déjà un biais, en tout cas, d'exposition, mais voilà, on a cette mesure. Et lorsqu'on regarde, en fait, ce qui se passe entre cette exposition au bisphénol et la survenue d'un diabète, elle existe en fait, quel que soit le poids, mais surtout, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'elle est principalement portée par les gens qui ont un poids normal. Donc, on a l'impression qu'effectivement, il y a probablement un effet du bisphénol A au niveau métabolique qui est très bien documenté. Maintenant, on a des papiers mécanistiques pour l'expliquer. Néanmoins, la part quand on est dans une situation d'obésité, de précarité sociale, d'hérédité familiale de diabète est probablement relativement faible. Par contre, chez quelqu'un qui n'a pas du tout d'antécédent de diabète dans sa famille, qui a une bonne hygiène de vie, eh bien là, on a tout intérêt à faire attention parce que c'est là où en fait on va avoir un surrisque de diabète de type 2. Et je pense que vous le voyez ça en consultation, on a des patients qui arrivent avec des diagnostics de diabète de type 2, ils n'ont pas forcément de facteurs de risque. On va les typer sur des facteurs, des diabètes atypiques. Pour autant, ce n'est pas des types 1, ce n'est pas des diabètes monogéniques, et ce sont des vrais diabètes de type 2. Donc peut-être que c'est en tout cas une part de pollution qui va jouer à l'intérieur. Alors, avec ça, il faut aussi prendre en considération le moment où on fait l'étude et le moment où on va diagnostiquer le diabète, parce que, comme je vous le disais, c'est au moins 15 ans d'expo. Il peut se passer plein de choses. Et il y a peu d'études, en tout cas, qui se sont intéressées à distinguer la prévalence et l'incidence du diabète, hein. Et là, c'est un tout petit échantillon de patientes qui avaient un diabète de type 2, qui ont été appariées avec 44 patients de contrôle qui n'avaient pas de diabète, qui ont été suivis pendant un peu plus de 4 ans. Et donc, lorsqu'on regarde l'incidence, vous voyez que c'est pas franc. On a beaucoup d'intervalles qui coupent 1. Et si on regarde la prévalence, on voit que là, on a des choses qui sortent. Donc, probablement que c'est pas juste un rôle direct. On ne peut pas dire que telle molécule va déterminer un diabète. C'est probablement un ensemble de facteurs de risque. C'est le cocktail surajouté. Quand on parle de cocktail, eh bien, on n'est pas exposé qu'à une molécule et c'est la grosse problématique, en tout cas, de ces études sur le métabo, c'est qu'on regarde un polluant par an et on ne regarde pas forcément le cocktail. Ça a été un peu fait chez l'animal, mais pas dans l'espèce humaine. Et si on regarde la cohorte 3N, qui s'est intéressée en fait au risque de pathologie métabolique en fonction des cocktails de polluants, eh bien, vous voyez que certains sont neutres, c'est ceux qui sont en vert, donc ne vont pas donner d'effet métabolique. Ceux en rouge vont donner un effet métabolique, donc très clairement sont diabétogènes. Puis vous voyez, paradoxalement, on a un cocktail en bleu qui, lui, serait protecteur pour l'apparition d'un diabète, ce qui voudrait dire que potentiellement, on devrait exposer les patients pour éviter qu'ils aient un diabète de type 2. Donc ça ne va pas trop, en tout cas, dans le sens de la réduction environnementale de certains polluants, mais je crois que c'est une notion qu'il faudra prendre en compte de manière stricte dans les années à venir pour faire nos évaluations. On ne pourra plus juste regarder molécule par molécule. Et après, j'ai voulu effectivement te challenger, voir s'il y avait des choses un peu même in vitro, in vivo, pour finir de convaincre, les endocrinologues du lien entre PE et diabète. Alors sur le in vitro et le in vivo, on a plein de données en fait, hein, c'est maintenant bien établi. Ça fait partie en fait des recommandations, hein, pour tester les nouveaux polluants, savoir s'ils ont un effet métabolique éventuel.
Alors, si on regarde sur le diabète, c'est beaucoup l'équipe d'Aurel Nadal qui a travaillé en Espagne sur le domaine, qui a bien montré en tout cas ce qui se passait au niveau de la cellule bêta-pancréatique et aussi au niveau du tissu adipeux. On a vraiment un dialogue entre les deux systèmes. Et si on regarde au niveau de la cellule bêta, que vous connaissez bien, en fait, au départ, on va avoir un hyperinsulinisme, donc une sécrétion exagérée d'insuline. Et puis progressivement, avec le temps, ça va diminuer. Et puis en regard, au niveau du tissu adipeux, on va avoir plutôt une orientation vers un phénotype pro-inflammatoire avec une insulinorésistance. Et donc, en fait, on retrouve exactement le même phénotype en fait, qu'on a avec le diabète de type 2, hein. Cette première étape où on a un phénotype inflammatoire au niveau du tissu adipeux, on va avoir une réponse un peu exagérée au niveau de la sécrétion insulinique. Et puis avec le temps, cette sécrétion insulinique qui disparaît. Et puis l'apparition du diabète à un moment donné dans la vie du patient. Donc on a vraiment de la très belle mécanistique avec des récepteurs et des voies de signalisation qui sont très bien détaillées, qui passent principalement par les récepteurs aux œstrogènes sur la cellule bêta, sur le récepteur AHR, donc le récepteur à la dioxine et aux xénobiotiques sur l'adipocyte. Puis vous voyez qu'on cible également les voies de différenciation PIPAR. Alors ça, c'est sur le in vitro pur. Dans le in vivo, c'est également testé et les premiers travaux, ils font écho en fait à la théorie de Barker, hein, sur la programmation fœtale. Et l'un des très beaux travaux, c'est celui de Newbold sur l'exposition au distilbène. Vous avez ici deux rongeurs qui n'ont pas du tout le même poids. L'un a été exposé au distilbène, l'autre non. Donc celui qui a été exposé au distilbène, c'est celui de droite, vous l'avez compris. Donc il est franchement obèse par rapport à son collègue juste à côté. Donc on pourrait se dire, le distilbène entraîne une obésité. Oui, effectivement. Par contre, la petite subtilité, c'est qu'on est dans des conditions expérimentales où ces rongeurs mangent exactement la même prise calorique. Donc, on a le même apport calorique chez ces rongeurs, mais pour autant, il y en a un qui va être capable de développer une obésité et pas l'autre. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on a certains patients qui nous disent en consultation, docteur, je prends du poids, je fais le régime, je ne comprends pas, j'y arrive pas, on est souvent très directif en disant, c'est pas vrai, vous mentez, vous ne faites pas assez. Je pense qu'on l'a tous fait. Oh non, Vous on dit plus des choses comme ça en 2023, mais Oui, bon, je t'ai vu sourire, donc je pense que ça nous vient tous, en tout ça nous cas, vient en tête en tous les cas. voilà, Mais en tête de dire, c'est pas vrai et il y a forcément quelque chose qui va pas. Peut-être que derrière ce quelque chose qui va pas, on a peut-être effectivement cette part de polluant qui joue et qu'on ne maîtrise pas. Et on sait malheureusement, en tout cas, que les patients obèses, notamment, sont plus exposés aux perturbateurs endocriniens parce que dans leur mode de vie, ils ont souvent un mode de vie qui est plus exposé. Et puis là, c'était une étude qui avait regardé en tout cas l'évolution de survenue de troubles métaboliques chez des enfants qui avaient été exposés pendant la grossesse et à certains perturbateurs endocriniens. Et donc, on voit très bien que en fonction de la grossesse, plus on avance dans la grossesse et plus on va avoir en fait une survenue potentielle de diabète avec un suivi sur les HbA1c. Maintenant, dans certains pays, le diagnostic se fait sur les HbA1c et plus la glycémie. Et donc, c'est le cutoff, en tout cas, qui est recommandé. et effectivement, ma question suivante, c'était de parler un peu du diabète de type 1, de sortir uniquement de l'effet métabolique sur le DPE, mais de parler du diabète de type 1. Oui, alors effectivement, j'ai beaucoup parlé en fait de type 2, d'obésité, hein. C'est là où en fait on a vraiment le plus de données épidémiaux et expérimentales. Pour le diabète de type 1, on ne sait toujours pas d'où il vient, hein. C'est toujours le point d'interrogation. Il y a beaucoup de travaux qui ont essayé de chercher une cause environnementale. Il y a eu quelques papiers, en tout cas, sur les nitrites ou les nitrosamines au départ. C'était il y a une dizaine d'années. Et puis, finalement, il n'y a eu que deux études qui l'ont montré. Ça n'a pas été confirmé. Et actuellement, là où les données convergent plutôt, c'est probablement sur la pollution atmosphérique. Je vous ai mis ici les travaux d'anglais qui se sont intéressés en tout cas à la surreprésentation de diabète de type 1 chez l'enfant dans certaines régions d'Angleterre. Donc, c'est les régions qui sont en violet sur ma diapo. Et ils ont essayé de chercher si on avait des clusters d'exposition particuliers.
En fait, ce qu'ils retrouvent, c'est un peu difficile à voir en rouge ici, mais c'est principalement cette partie-là, hein, donc centrale. Vous voyez en fait qu'on va retrouver en fait euh, le dioxyde d'azote, le monoxyde d'azote, pardon, toutes les particules fines qu'on va avoir dans la pollution, et ça a été montré dans d'autres études également en Chine. Et on sait notamment en France, il y a des hotspots de diabète de type 1, donc à les Hauts-de-France, il y a le pourtour de l'étang de Berre, et nous, dans la région niçoise, on a beaucoup de diabète de type 1 extrêmement précoce avant l'âge d'un an. Et en fait, on est des régions qui sont potentiellement très polluées au niveau atmosphérique. Donc, il y a une surveillance. Alors, est-ce que c'est directement les particules fines qui sont responsables? Et ça, c'est les travaux de Pascal Chavat, à l'INRAE, qui a montré que lorsqu'on expose des animaux aux particules fines, notamment aux particules de diesel, pendant la grossesse, mais on est capable de faire apparaître une obésité et un diabète de type 2. Donc, est-ce que c'est par ce même mécanisme-là qu'on induit le diabète, ou est-ce que les particules fines sont le vecteur d'autre chose, puisqu'on sait qu'elles sont capables en tout cas de transporter certains perturbateurs endocriniens, et du coup, en tout cas, de contaminer les patients? Point d'interrogation. Donc, la réponse, on l'a pas, mais en tout cas, on a une co-ségrégation actuelle entre ces hotspots de pollution atmosphérique et ces survenus de diabète de type 1 chez l'enfant extrêmement précoce. Donc, je pense qu'on aura peut-être une clé dans les années à venir sur d'où vient le diabète de type 1, en tout cas sur le primum movens, qui reste un point d'interrogation. Et ma dernière question, c'était effectivement, j'avais envie qu'on parle de la suite, ou si j'ai mis levier, perspective, potentiellement positif, quelque chose. Alors, oui, quand on parle de perturbateurs endocriniens, on a souvent envie de se dire c'est déprimant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas m'en sortir. Euh, on n'a pas d'autre solution. Alors, non, il ne faut pas dire ça. Alors, c'est sûr que quand on regarde le retour, en tout cas dans la presse, sur l'Agence européenne de l'environnement, qui a dit bah, 92% des Européens sont encore exposés au bisphénol A au-delà des valeurs toxiques de référence. Oui, ça peut être déprimant. Néanmoins, si il n'y avait pas eu de valeur toxique de référence, je pense qu'il n'y aurait pas eu de prise de conscience. Du bisphénol A, on en a encore beaucoup dans notre environnement, parce que je pense que tout le monde n'a pas jeté les plastiques à la maison, et on peut encore se contaminer. Je crois qu'une des grandes actions, c'est effectivement d'enlever le plastique à très large échelle, hein, parce que c'est la principale voie de contamination de la population. Pas que sur le bisphénol A, hein, sur beaucoup d'autres choses. Et puis, dans la loi, dans la stratégie nationale perturbateur endocrinien 2, hein, dont on avait parlé, il faut savoir que ça a avancé, puisque dans la classification CLP, donc, qui sont ces petits pictogrammes que vous retrouvez sur vos produits principalement ménagers, on a un pictogramme perturbateur endocrinien qui a été validé, donc qui n'arrivera pas avant 2 ans, puisque le temps d'instruire un dossier, c'est à peu près ça, 18 à 24 mois. Donc, c'est pas avant fin 2024 ou 2025 que vous verrez les premiers pictos PE. Donc, je dirais que c'est un peu trop tard. Par contre, ce qui avait été voté, c'est que dans la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, c'est qu'on puisse informer plus facilement le grand public sur la présence de perturbateurs endocriniens. Et donc, cette loi a un peu traîné pour différentes raisons, principalement de lobbying agroalimentaire. Et donc, l'étiquetage est obligatoire depuis maintenant le 13 octobre. Donc, c'est le vendredi 13, hein. Je pense qu'il va être marqué chez les industriels comme le vendredi 13 noir, hein. Le décret est passé dans la nuit du 12 au 13 octobre. Donc, on a un étiquetage obligatoire. Donc, l'obligation, c'est au plus tard 6 mois après la publication du décret au journal officiel, donc ce qui veut dire que c'est au plus tard le 13 avril 2024. Les industriels devront, via l'application Scan4Chem, donc qui est déjà disponible, hein, qui a été développée par l'INERIS, elle scanne en fait le code barre des produits. Et donc, via cette application, le consommateur aura accès au potentiel perturbateur endocrinien à l'intérieur du produit qu'il achète. Alors, initialement, la loi était assez restreinte, hein, sur les produits ciblés. Et puis, il y a eu tellement de lobbying pour pas qu'elle arrive, que le législateur a été beaucoup plus ouvert, je dirais, cette fois-ci, pour protéger la population, il faut le souligner.
puisque du coup, ils ont dit que c'était tous les produits à destination du consommateur en dehors des médicaments. Donc, les médicaments ne sont pas tagués, mais tout le reste va être tagué. Donc, ce qui veut dire que c'est l'alimentaire, les jouets, la cosméto, tout ce que vous allez pouvoir acheter en grande surface ou chez le petit épicier, peu importe. Donc, vous allez utiliser cette application, vous allez prendre le code barre et ça va vous lister les perturbateurs endocriniens. Et surtout, la subtilité, ces perturbateurs endocriniens dans le produit, mais également dans le contenant. Donc, c'est-à-dire que si le contenant est en plastique et que l'industriel vous dit, bah, j'ai pas de perturbateur endocrinien à l'intérieur, bah, si le plastique est bourré de perturbateurs endocriniens, bah, forcément, ça va sortir rouge. Et donc là, on n'a plus le choix et je pense que c'est très bien et les patients vont enfin pouvoir s'y retrouver, en tout cas plus facilement. Donc, vous allez avoir plein de questions, à mon avis, au quotidien, hein, parce que du coup, les gens vont arriver en disant, bah, j'ai acheté un tel truc, j'ai vu que dedans, il y avait tel produit, j'ai vu que ça donnait potentiellement le diabète, est-ce que je dois continuer? Ça peut dérégler la thyroïde. Donc c'est une nouvelle façon de faire, mais pour le coup, je pense que ça va en tout cas faire changer le monde industriel par rapport à ça. Super. Il n'y a plus qu'à télécharger le scan for Chem alors, c'est ça? Scan for Chem, Ok, canon. Merci beaucoup, hein, Nicolas, c'était passionnant. avec